radio de la communauté en direct de Chicago. Au micro, Jean Lewis. Nous sommes aujourd'hui le dimanche. Info Plus Plus, le journal de la communauté de Jean Lewis, bien sûr. Invité de ce journal, Monsieur Flavier Serge de la rédaction des USA. Nous parlons aujourd'hui du Gabon une fois de plus. Vous savez que le pays a été le théâtre d'une action politico-militaire qui a vu la déchéance de Monsieur Ali Bongo, qui aujourd'hui est toujours en résidence surveillée. Mais aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'il aurait eu quelques facilités et qui lui permettrait de quitter le pays pour des raisons de santé. En revanche, son épouse restera en prison pour des faits qui lui sont reprochés. Aujourd'hui, nous parlons de la publication d'une nouvelle équipe gouvernementale là-bas au Gabon. Avec notre spécialiste maison, nous verrons les attributions de certains ministres, comment surtout cette équipe a été formée, la diaspora a-t-elle été prise en compte, le passé de certains membres de cette équipe gouvernementale, car nous constatons que à Libreville, les gens du PDG continuent de jubiler, j'allais dire, comme si rien ne s'était passé au Gabon. Ils sont libres de leur mouvement. Est-ce une stratégie du président Nguema de faire une transition en douceur, de ne pas agiter les foyers? Et nous le verrons avec notre spécialiste maison, M. Flavier Serge. Ne quittez pas, chers amis, la suite de cette édition dans quelques instants. Et oui, comme nous vous l'annoncions dans les titres de ce journal, nous parlons aujourd'hui de la composition de cette équipe gouvernementale avec notre commentateur de la vie politique gabonaise, Flavier Serge. Alors, salut Flavier et bon dimanche à toi. Oui, bonjour Jean Lewis et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la radio de la communauté. Alors, merci et bon dimanche à vous aussi. Voilà, merci également. Alors, et donc, salut à tous les auditeurs qui nous écoutent d'Akébé, j'ai même oublié ces quartiers, hein, parce que j'y ai vécu. De Nzengayon. Nzengayon, derrière la prison. De Batterie 4, derrière la prison. Voilà, Mambouet, et le quartier Mambouet. Voilà, le quartier Vermbolo, comment on l'appelle déjà tu as Mambouet là-bas, tu as même un quartier qu'on appelle la baie de Cochon. Voilà. Dans les environs du quartier, plutôt du Grand Marché. Voilà. Nous avons le quartier derrière la prison là-bas. Voilà, vous avez vers le kilomètre 5 où j'avais mon beau-frère, malheureusement qui n'est plus de ce monde. Ah oui, oui, les PK5, PK5, PK6, PK7, 8, et ça continue jusqu'en Toum. Voilà, donc, voilà, nous savons, on n'oublie pas les amis de Massoukou, de Koulamotou, les amis de Franceville. Et autres. Voilà, la radio de la communauté. De Ndende, de Port-Gentil, voilà, voilà, Mouila et Doussala. Doussala, c'est juste à la frontière avec le Congo-Brazzaville. C'est cela. Exact. Voilà, nous avons donc notre commentateur, je vous le disais au début de ce journal, Flavier Serge. Avec lui, nous parlons de la composition du journal, pas du journal, mais de l'équipe gouvernementale de M. Nguema. Donc, Brice Nguema, le président du Gabon, a publié son équipe gouvernementale. C'est allé très vite, hein, Flavier. Peut-on parler d'effet de surprise quand vous voyez cette liste? Déjà, il faut souligner que la transition gabonaise a commencé, on peut dire, au pas de course. Hein. Oui. À peine le coup d'État annoncé le 30 août, on a assisté à la prestation des serments du président de la transition le lundi dernier, pratiquement une semaine après l'annonce du coup d'État. Et je crois un jour après, il y a eu la nomination du Premier ministre et le choix du président de la transition gabonaise s'est porté sur la personne de M. Raymond Dansima. Et ensuite, je crois, le lendemain ou 2 jours après, ce dernier a donné lecture, a publié donc la nouvelle équipe gouvernementale de la transition gabonaise, celle qui aura la lourde mission de refonder le Gabon et d'amener le Gabon vers un retour à l'ordre républicain, on peut le dire ainsi, avec l'organisation des élections, des nouvelles élections, après la réorganisation de toute l'architecture, de toute la nomenclature de l'administration et de l'organisation du pays. Eh bien, alors oui, allez-y. Surprise pour ce gouvernement, on peut dire oui. Oui, parce que nombreux sont ceux qui pensaient que l'avènement d'une nouvelle ère après la chute du régime d'Ali Bongo Ondimba devrait être consolidé
par la formation d'un gouvernement qui serait normalement composé essentiellement du sang neuf, c'est-à-dire des jeunes cadres pétris de talent, pétris d'expertise pour marquer une rupture avec l'ordre ancien. Hélas, aujourd'hui, nombreux sont les Gabonais qui se disent désagréablement surpris et même, bon, on ne va pas dire déçus, peut-être pas trop heureux de se retrouver en face d'un gouvernement dans lequel on a beaucoup de figures du PDG, ce parti qui a été pendant plus d'un demi-siècle à l'origine de tous les malheurs du peuple gabonais. Est-ce que là, je voudrais un peu, Flavier. Oui, allez-y. Oui, s'agissant de ces partisans du PDG, on les voit tout gai, relax, sans qu'ils ne soient inquiétés. Que s'est-il réellement passé qu'on constate finalement que le PDG est en train de jubiler avec ces vieux refrains qui symbolisent l'ère Ali Bongo. Y a-t-il là quelque part l'idée d'un deal entre le pouvoir actuel et le PDG? Cet élément que vous soulevez est l'un des points qui font la particularité du coup d'État de l'équipe du général Oligui Nguema, par opposition avec les premiers coups d'État auxquels nous avons assisté, surtout en Afrique de l'Ouest. Ici, nous avons affaire à un coup d'État dans lequel aucun membre du régime déchu n'a pris la fuite à l'étranger pour aller faire comme de la résistance ou lancer des appels à la subversion ou à la résistance contre les nouvelles autorités. Bien au contraire, on assiste à une espèce de, on va dire, de convivialité entre la junte tombeuse de l'équipe Ali Bongo du système PDG et les anciens membres, les anciens apparatchiks du gouvernement déchu. On a même assisté à une passation de services entre le Premier ministre déchu, M. Alain-Claude Biliebinze, et le Premier ministre de la Transition, M. Raymond Ndongsima, comme si de rien ne s'était passé, comme si on était dans une passation de services normale, dans une situation politique normale. C'est comme si on avait affaire à une équipe qui a perdu les élections, a accepté sa défaite et a fait le choix de transmettre le pouvoir à une nouvelle équipe entrante qui aurait gagné des élections. Et ça soulève beaucoup d'interrogations et voire même des suspicions d'une espèce de collision aujourd'hui que beaucoup d'analystes pointent du doigt entre le général Oligui Nguema et les tenants ou les ténors du pouvoir PDG déchu, et ça semble conforter le professeur ou alors la thèse du professeur Ondo Ossa qui a déclaré ouvertement que ce qui venait de se produire au Gabon n'était pas une révolution, mais plutôt une simple révolution de palais, c'est-à-dire voilà, une petite guerre entre deux ailes du pouvoir Bongo, et puis il y a une aile qui a triomphé sur l'autre, et en réalité, il n'y a pas un changement en profondeur. Vous perdez le son, Jean Lewis, je ne vous entends plus. Je disais, est-ce qu'il faut-il croire qu'en filigrane, le président Nguema voulait faire passer l'idée selon laquelle le vrai problème des Gabonais, ce n'est pas tant le PDG, mais la famille restreinte, donc le petit groupe qu'on appelle les Bongo, que même les partisans du PDG eux-mêmes ne sont que des victimes de ce régime? Dans une certaine mesure, oui. Je pense que il cherche à montrer aux Gabonais, par cet acte, par ce geste, que le problème ou le mal qui les a amenés à faire le coup d'État, ce n'est pas le PDG en tant que système politique ou parti politique, mais c'est beaucoup plus la personne d'Ali Bongo et le noyau dur qui s'était constitué autour de lui, ce noyau dans lequel on retrouve Sylvia Bongo, son épouse, Noureddine Bongo, son fils, et tous les amis de Noureddine Bongo qui se sont retrouvés du jour au lendemain à des postes de responsabilité très sensibles pour lesquels ils n'avaient ni la compétence, ni l'expérience, ni l'étoffe. Et on peut même dire, bon, on va peut-être pas parler de l'âge comme critère, mais il faut reconnaître que
il y a des postes qui sont d'une sensibilité telle qu'on ne peut pas les confier à des jeunes hommes d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, surtout dans un contexte africain où nous connaissons que jusqu'à un certain âge, les enfants continuent à être sous la coupole de leurs parents et donc pris en charge par les parents. Donc, je crois qu'il y a cet aspect qu'il faut reconnaître, qu'il faut souligner. Il me semble que le général Oligui Nguema aimerait faire ressortir cet aspect. Et quelque part, il faut aussi reconnaître qu'il y a peut-être de sa part des erreurs de casting, voilà, des erreurs dans la démarche, dans la logique, parce que Oligui Nguema, pour ceux qui connaissent le Gabon, c'est qui? C'est pas quelqu'un qui sort du néant. C'est un homme du sérail, c'est un produit du système PDG, ça il faut le reconnaître. Et il est difficile de demander à Oligui Nguema aujourd'hui de passer du jour au lendemain de cette culture pédégiste dans laquelle il a été formaté, dans laquelle il a été, on va dire, nourri pour devenir comme ça du jour au lendemain un grand démocrate, un grand panafricaniste comme on le souhaitait ou on le souhaiterait, et qu'il se mette à faire une rupture, on va dire, brutale avec l'ordre ancien. C'était quand même biaiser l'analyse pour ceux qui pensaient à des choses pareilles. Oligui Nguema est là parce que le père Bongo l'avait amené derrière lui comme aide de camp, et il a fait toute sa carrière au palais présidentiel, et aujourd'hui on peut dire que c'est un fruit du système Bongo. Alors il faut le comprendre, il est tout à fait difficile qu'il change lui-même la culture de but en blanc du jour au lendemain. Et donc je pense que dans une autre mesure, il peut être victime des erreurs qu'il est en train de commettre dans la démarche au fur et à mesure qu'il avance avec le pouvoir. Voilà, la radio de la communauté, dans quelques instants, vous aurez la suite de ce journal. Je vous rappelle que nous avons sur ce plateau notre commentateur de la vie politique gabonaise, M. Flavier Serge, qui est bien sûr ici aux USA et que vous connaissez, un ancien de la rédaction de la radio de la communauté. Ne quittez pas, chers amis. La suite, dans quelques instants, nous parlerons dans quelques secondes seulement de la composition de ce gouvernement, le gouvernement Nguema. Voilà, retour sur ce plateau, la radio de la communauté. Nous sommes bien entendu au studio B de la radio de la communauté. Nous parlons maintenant, Flavier, de la composition de ce gouvernement. On a dit que le Premier ministre, sexagénaire, mais largement quand même plus vieux que moi. On dit qu'il ne mérite pas cette place. Cette place n'est pas la sienne, qu'il fallait des gens de la quarantaine peut-être un peu moins. Qu'en dites-vous ? Bien, bon, de mon avis personnel, là je vous donne vraiment mon avis personnel, et en me basant sur les éléments que je connais sur le Gabon, à propos du Gabon, ceux qui pensent que le poste de Premier ministre devait revenir à quelqu'un de plus jeune que Ndong Sima, je pense qu'ils se sont trompés. Ils n'ont certainement pas suivi les déclarations du général Oligui Nguema. Je pense qu'Oligui Nguema avait mis en avant, entre autres critères de choix, la compétence, donc la technocratie, on va dire, mais surtout l'expérience. Et aujourd'hui, tous les Gabonais s'accordent à dire, qu'on soit du côté de l'ancienne opposition, qu'on soit du côté de l'ancienne majorité qui fut incarnée par le PDG ou de la société civile, tout le monde s'accorde tout de même à reconnaître que M. Raymond Ndong Sima, c'est un homme rompu à la tâche lorsqu'on parle de la gestion de la chose publique. C'est un économiste qui a fait ses preuves au Gabon, qui a été dans plusieurs gouvernements et qui a même déjà occupé le poste de Premier ministre. Je pense que ce choix qui a été porté sur sa personne est un choix tout à fait judicieux, dans la mesure où cette transition a besoin d'un certain dynamisme, a besoin des hommes quand même expérimentés pour limiter au maximum des errements, limiter des tâtonnements. On ne veut pas des tâtonnements. Tout gouvernement de transition, un homme expérimenté, un homme compétent, c'est le meilleur qu'on peut aujourd'hui espérer ou souhaiter pour le Gabon. Oui, parce que la transition, c'est des impératifs de temps, c'est un calendrier précis. C'est des impératifs de temps, c'est un calendrier resserré, c'est des priorités à pouvoir réaliser, donc des actions prioritaires à réaliser. Et donc, il faut des hommes rompus à la tâche. Voilà, un homme qui n'a pas l'expérience ou la compétence. En ce moment, vous vivrez carrément des tâtonnements au sommet du gouvernement, et quand la tête a commencé à pourrir, vous pouvez imaginer la suite.
le Ah, reste. alors, autre chose, nous avons constaté que dans cette équipe, il garde lui-même les postes de chargé de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur, poste de défense nationale, et il n'a nommé que des ministres délégués, donc ils sont sous sa tutelle. Alors, que craint-il? Un renversement C'est déjà? exact. D'où viendrait le danger? L'une des particularités de ce gouvernement de transition, euh, mis à part on va dire, sa taille, hein, c'est un gouvernement quand même de taille moyenne, on peut dire. 26 ministres, dans un pays où on était habitué avec des gouvernements d'une quarantaine, d'une cinquantaine de ministres, c'est quand même une innovation à saluer. Donc, mis à part cet aspect portant sur la taille du gouvernement, l'une des particularités, c'est effectivement la concentration dans les mains du président de la transition, chef de l'État, c'est comme ça qu'on l'appelle, le général Oligui Nguema. Donc la concentration dans ses mains des pouvoirs de ministre de l'Intérieur et de ministre de la Sécurité. Bien, je pense que dans un premier temps, la raison est à rechercher dans la fragilité même de la transition. Le Gabon n'est pas un pays à forte culture de coup d'État. Ce coup d'État est l'un des rares que le pays a connu, l'un des rares qui réussissent sans bavure, sans tâche, sans faute. Et donc, je crois que la fragilité même de la transition a fait en sorte que Oligui Nguema puisse, dans un premier temps, s'occuper de la sécurité, surtout dans tous ses aspects. Donc, il a avec lui les forces armées nationales et la sécurité en termes de police et de gendarmerie, puisqu'il a aussi le ministère de l'Intérieur qu'il gère. Et il y aura simplement des ministres délégués à la présidence qui vont travailler sous sa coupole directe. Donc je crois qu'il y a de la part de ce général un souci de garder les questions de sécurité et de défense sous sa supervision directe, pas seulement pour éviter peut-être un contre-coup d'État demain, mais aussi pour se rassurer que les aspects sécuritaires sont gérés par quelqu'un qui en a la capacité, donc les qualités, mais aussi l'expérience. Il est général de brigade, je pense, et il a été pendant des décennies responsable de la garde présidentielle. Or, quand on parle de la garde républicaine au Gabon, c'est le corps d'armée le mieux équipé, le mieux formé, le plus aguerri au combat. Et donc, c'est tout à fait normal, ce n'est que logique qu'il ait souhaité garder ces deux portefeuilles sous sa direction. Bien, là où ça choque un peu, c'est beaucoup plus au niveau de l'Intérieur, surtout le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui demain sera appelé à s'occuper de l'organisation des élections, certainement, qui va avoir un rôle prépondérant à jouer dans la réorganisation de la nomenclature même ou de la structure même de l'État gabonais décentralisé. Donc, je pense qu'à ce niveau, il va falloir certainement, dans quelques mois ou dans une année, faire des réajustements. Ce qui est réel et vrai, c'est que le gouvernement de transition n'est pas une entité ou une structure figée. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, des changements peuvent être opérés au gré des besoins de l'État gabonais actuel. Voilà. Je rappelle qu'une fois de plus que nous sommes sur le plateau avec Flavie Serge de la rédaction. Nous parlons de la nouvelle équipe gouvernementale publiée par le président Nguema. Alors, Flavie, nous avons également ceux qui sont aujourd'hui écroués, qui sont dans les geôles du pouvoir pour avoir volé de l'argent. Alors, qui va s'occuper d'eux? C'est un certain Paul-Marie Ngonjoué. Voilà, Paul-Marie Ngonjoué. Est-ce qu'on savez-vous quelque chose, cet homme? L'actuel ministre de la Justice dans ce gouvernement de transition, M. Paul-Marie Ngonjou, est un ancien du PDG. Vous savez, la situation gabonaise est un peu compliquée, un peu difficile à cerner, et vous comprendrez toutes les difficultés que peuvent avoir aujourd'hui le président de la transition et le Premier ministre quand il s'agit de nommer des cadres. Faire la rupture avec le PDG, c'est tout à fait difficile, parce que le PDG, c'est avant tout une culture, c'est pas seulement un parti politique. C'est avant tout une culture, c'est avant tout un état d'esprit. Alors, Paul-Marie Ngonjou, c'est un ancien du PDG qui a quitté le PDG il y a fort longtemps et qui a fait du chemin dans l'opposition.
Aujourd'hui, on peut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout un radical. Dans la configuration du microcosme politique gabonais, ce monsieur est à situer dans le camp des modérés ou de ceux qui sont aujourd'hui capables de faire un certain équilibre, que ce soit sur le plan géopolitique ou géostratégique local, que sur le plan purement du positionnement politico-idéologique. Et donc, on peut croire que si l'appareil judiciaire est libéralisé, si on redonne à la justice toute son indépendance, nous pouvons tout de même espérer qu'avec Paul-Marie Ngonjou à la tête du département de la justice, eh bien, on assistera certainement à une refondation ou une renaissance du système judiciaire gabonais que nous voulons tous quand même indépendant du pouvoir politique, pour faire que dorénavant, voilà, les procès soient un peu plus équitables, que ceux qui ont été écroués sous la base des procès biaisés puissent retrouver leur liberté, peut-être par un élargissement de peine, pourquoi pas, sans forcément attendre une grâce présidentielle. On peut procéder à des révisions de procès, comme ça se passe sous d'autres cieux. Aux États-Unis, par exemple, quand quelqu'un a été injustement condamné par une erreur de justice, eh bien, des avocats sont capables de poursuivre le dossier pour aller vers on va dire, vers une rectification, voilà, un rattrapage de la situation avec des retournements de situation où on voit des gens se faire simplement blanchir et la justice reconnaît son tort. Donc je pense qu'on ne devrait pas prêter trop d'intentions malsaines à ce nouveau ministre de la Justice. Alors, constat général, est-ce qu'il a des retours dans ce gouvernement ou ah oui, c'est du neuf? Énormément. Et par exemple, énormément de retours. Par exemple, parce que ce gouvernement, on a dit, bien qu'il soit limité, hein, il soit d'une taille qui satisfait la population, mais sa publication a créé pas mal de grincements de dents et des réactions, on peut même dire hostiles. Hein. Nombreux sont des Gabonais qui aujourd'hui commencent même à se douter, voilà, de la capacité du général Oligui de pouvoir faire aboutir la transition vers des lendemains espérés par le peuple gabonais, en faisant prévaloir ou en faisant triompher les idéaux chers au peuple gabonais aujourd'hui, qui sont le retour à la démocratie, à une plus large liberté du peuple gabonais en termes de liberté d'expression, liberté d'entreprendre, liberté politique. Bref, on a commencé à déceler des erreurs, on peut dire, ou des coquilles dans le gouvernement de transition. Première coquille, dès l'annonce du gouvernement, ceux qui ont suivi les faits ont vite fait de constater qu'il y avait une espèce de bicéphalisme entre le porte-parole du gouvernement et le porte-parole du comité de la transition, voilà, oui. le CTRI. Je pense que c'est ce matin que j'ai reçu une information de Libreville. Je ne sais pas si elle a déjà fait le tour des médias, des réseaux sociaux, mais une information selon laquelle une nouvelle copie venait d'être rendue publique. Donc, 2 ou 3 jours après sa publication, l'équipe gouvernementale a déjà conduit un réaménagement technique. C'est-à-dire à propos de cette confusion entre les deux rôles. Notamment. Voilà, du poste de porte-parole du gouvernement. Et donc, le général Oligui Nguema a simplement tranché en faveur du militaire, c'est-à-dire dorénavant, on avait, je pense, le ministre de la Justice qui devrait aussi jouer le rôle de porte-parole du gouvernement. Oui. On lui a retiré la fonction de porte-parole pour la laisser à M. Ulrich Manfumbi, qui est donc dorénavant porte-parole du CTRI et porte-parole du gouvernement et l'unique porte-parole donc du système de la transition. Donc ça, c'est par exemple une coquille qu'on a vue et qui venait d'être rattrapée. Et d'autres grincements de dents qui ont été observés au sein de la population gabonaise, c'est la présence dans le gouvernement de 2 anciens ministres de l'équipe déchue d'Ali Bongo. Donc le gouvernement d'Ali Bongo qui venait d'être fraîchement déchu par les militaires est représenté au sein du gouvernement de transition par 2 de ses anciens membres, entre autres l'actuel ministre de l'Éducation nationale, qui est une dame,
Bon, à ce niveau, je pense qu'il faut quand même... Lesquels? Est-ce les que Gabonais, lesquels, les Gabonais Flavie? devaient transcender un peu la donne et essayer de mettre de l'eau dans leur vin, dans ce sens que nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire. Étant à quelques semaines de la rentrée scolaire, si on veut réussir une rentrée, il va falloir s'appuyer sur la structure qui a travaillé jusqu'à il y a une semaine, hein, n'est-ce pas, pour préparer cette fameuse rentrée scolaire. Et donc le fait de reconduire cette dame, je suis en train de chercher son nom sur la liste du gouvernement, le fait de reconduire cette dame à l'éducation nationale, Camélia Camélia Tuntum. Leclerc, ne serait pas forcément une mauvaise chose. C'est une continuité, à mon avis, qui se justifie et qui peut être salvatrice pour le monde de l'éducation au Gabon. Pourvu que la ministre se débarrasse, voilà, de sa peau de pédégiste pour se mettre dans la nouvelle moule de la transition, se mettre entièrement au service du président de la transition, puisque les ministres, selon la charte, rendent compte directement au président de la transition. Et donc là, nous avons affaire à une structure gouvernementale dans laquelle le Premier ministre n'est pas chef du gouvernement en réalité, puisque ce n'est pas à lui que les ministres rendent compte. Et donc si la nouvelle ministre peut oublier son passé de pédégiste pour se consacrer à l'œuvre de reconstruction nationale et travailler sous la direction du président de la transition, ben, on ne devrait pas avoir beaucoup d'inquiétudes à ce niveau. Mais honnêtement, Flavie, honnêtement, il ne faut pas que ceux qui nous écoutent oublient qu'il y a dans cet ancien gouvernement des gens qui ont aussi comploté contre Ali Bongo pour que Oligui justement réussisse son coup. C'est difficile de croire qu'il j'allais en arriver là lorsque j'allais évoquer le nom d'un ministre qui aujourd'hui fait grincer des dents et est en train de mettre la toile en ébullition. Il s'agit de M. Hervé Patrice Opianga qui hérite du portefeuille des mines. M. Opianga, c'est un homme sulfureux qui a un passé que les Gabonais ne sont pas prêts d'oublier. Alors, avec Opianga, les Gabonais s'étonnent pourquoi Oligui Nguema a préféré ramener dans l'appareil et alors dans le gouvernement un homme qui ne méritait pas être là au vu de son passé. Il est non seulement très proche d'Ali Bongo, mais il est un produit d'Ali Bongo Ondimba. Si au Gabon on parle d'un certain Opianga Hervé, c'est grâce à Ali Bongo Ondimba qui en a fait la promotion. Et cet homme n'a juré que sur Ali Bongo jusqu'à un passé très récent. Mais le retrouver au gouvernement, c'est une surprise générale et même un motif de, on va dire, d'indignation pour les Gabonais. Mais il s'avère que les informations que nous obtenons, qui filtrent du Gabon, font état de ce que le coup d'État d'Oligui Nguema a été préparé de longue date. Hein. Ce n'est pas un coup d'État qui est sorti du néant comme ça, ex nihilo. Non, c'est un coup d'État qui a été préparé de longue date. Et donc, il y a certainement des hommes de l'ombre qui ont agi sans être militaires pour faciliter la chute du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. Et des analystes bien renseignés au niveau de Libreville pointent du doigt M. Opianga pour être parmi ces hommes de l'ombre qui ont facilité les militaires à pouvoir renverser celui qui était son mentor, Ali Bongo Ondimba. Et cela peut être aussi valable pour des personnalités comme celles auxquelles nous faisons référence, qui ont été dans l'ancienne équipe gouvernementale et qui se retrouvent aujourd'hui dans le gouvernement de la transition. Voilà, la radio de la communauté en direct de Chicago, la suite dans quelques instants. Retour sur ce plateau avec notre invité, membre de la rédaction, Flavie Serge. Nous parlons de la nouvelle équipe gouvernementale publiée par le président Nguema. Alors, question de curiosité encore, a-t-on tenu, le président Nguema a-t-il pris en compte le critère de l'unité nationale? Je n'ai pas l'assurance qu'il y a tout le monde ici, les Vili, les Lumbu, les Pounou, les Miennes, les Ndjem, tout le monde, ou les Fans. Est-ce qu'il y a eu une espèce d'équilibre dans ce gouvernement où le président Nguema a juste privilégié les Miennes et les Fans?
Merci pour cette question, Jean Lewis. C'est une question qui est tout à fait importante. Lorsqu'on parle de la politique en Afrique, on ne peut pas se passer du fait ethnique. Bon, vous savez, dans nos pays africains, lorsqu'on parle d'ethnie, il faut en compter par dizaines. Il est difficile de faire un équilibre dans une équipe gouvernementale de 26 membres entre toutes les ethnies qui existent au Gabon. Il y a plus d'une cinquantaine d'ethnies au Gabon. Et s'il fallait mettre un membre de chaque ethnie dans le gouvernement, on aurait déjà un gouvernement de plus de 50 membres. Moi, je pense qu'on ne devrait pas utiliser le fait ethnique comme une base primaire, primordiale de la composition d'une équipe gouvernementale. Mais il faut somme toute reconnaître que dans ce gouvernement, on semble retrouver toutes les provinces du Gabon. On devrait plutôt raisonner peut-être en termes de représentativité par province plutôt qu'en termes d'ethnie. Les ethnies, ça nous ramène à des entités beaucoup plus simplistes, beaucoup plus minuscules, et qui sont d'ailleurs les plus nombreuses. Par contre, nous avons 9 provinces au Gabon. Aujourd'hui, je peux dire sans aucun risque de me tromper que les 9 provinces sont représentées. Et maintenant, il faut aussi reconnaître que la démographie gabonaise est faite de sorte que l'ethnie Fan est de loin l'ethnie majoritaire, suivie par les Poumous, et ensuite on peut descendre vers le Haut-Ogooué où les Obamba et les Bateke forment un seul groupe ethnique le plus souvent lorsqu'on parle de la géopolitique, et on peut maintenant aller vers l'Ogooué maritime et Libreville pour parler des Mienais. Et donc, si on regarde ce gouvernement et qu'on tienne compte de ces aspects, on peut dire que le gouvernement est suffisamment représentatif, mais il ne sera jamais équilibré, même si on pouvait former un gouvernement de 100 membres. Donc, équilibre ethnique, non. Représentativité provinciale ou en termes de province, oui. On retrouve tout le monde. Voilà, avec une prédominance des ethnies démographiquement majoritaires. Ouais, absolument. Alors, en revanche, on constate qu'il y a ici la gabonisation des postes ministériels. Vous le savez, comme moi, qu'il y avait dans le gouvernement d'Ali Bongo un ministre écossais qui avait le titre de ministre, je crois, des eaux et forêts. Ministre des eaux et forêts, ou de l'économie forestière. Voilà, privilège de vendre même les terres du Gabon aux étrangers. C'est scandaleux, ça. C'est un fait remarquable et salutaire, et à saluer, je vais dire, le fait que Oligui Nguema ait tenu parole. Hein. Vous avez suivi son discours d'investiture, vous avez suivi ses prises de parole, il a mis l'accent sur la gabonisation de certaines fonctions, on va dire des postes, sur le fait que les Gabonais devraient d'abord faire confiance à leurs frères dans la gestion des affaires du pays. Et donc, dans ce gouvernement, on ne retrouve aucun étranger, comme ce fut le cas dans les gouvernements d'Ali Bongo, où on avait des étrangers, pas seulement en termes de leurs origines, mais vraiment, vous avez évoqué le cas de cet Écossais qui, lui, je crois le monde entier savait que c'était un étranger ami d'Ali Bongo qu'on a amené au gouvernement pour venir gérer l'économie forestière. Avec Oligui Nguema, c'est la rupture. Aujourd'hui, on a un gouvernement voilà, composé d'hommes et de femmes, tous gabonais. Il faut aussi reconnaître que dans ce gouvernement, on a la représentativité de la diaspora, même si à ce niveau, il n'y a pas unanimité au sein de la diaspora gabonaise, hein, voilà, en Europe et en Amérique du Nord. Nous avons, je pense, 2 cadres de la diaspora ou plus, mais les plus emblématiques, c'est Madame Laure Ndong, qui hérite du portefeuille de la communication, je pense, et Monsieur Mez Mouissi, qui prend le ministère de l'économie. Tous viennent de l'extérieur. Laure Ndong, pour ceux qui suivent l'actualité des réseaux sociaux, voilà, ils peuvent la reconnaître. Très active sur les réseaux sociaux. Voilà, très active sur la place de Paris pour défendre la cause du Gabon. Je crois que c'est à juste titre, voilà, que cette frange de la diaspora pouvait être récompensée, bien que, voilà, dans la même diaspora, elle ne fait pas l'unanimité. Donc, nombreux sont des Gabonais qui ne se reconnaissent pas à travers elle. Et on lui fait le reproche d'avoir fait le déplacement de Libreville sur appel de nouvelles autorités militaires ou d'avoir fait une main tendue vers les autorités militaires sans au préalable consulter ses amis de la diaspora, tant de l'Europe que de l'Amérique du Nord. Bon, voilà, ça c'est des cuisines internes que nous n'allons pas gérer, mais en termes d'analyse, nous relevons simplement que la diaspora est suffisamment représentée au sein du gouvernement de transition, avec des personnalités de poigne. Voilà. Alors, parlons de la question du pétrole. J'ai vu qu'il y a, je vais regarder le nom,
Est-ce que ce Le nom... ministre du Pétrole, M. Marcel Abeke. Que rappelle-t-il, ce Marcel Abeke? Oui, Marcel Abeke, c'est un autre personnage qui fait couler beaucoup de salive et d'encre du côté de Libreville parce que, originaire du Haut-Ogooué, la même province que la famille Bongo, il fut directeur général de Eramet Gabon, c'est-à-dire la compagnie qui est la maison mère de la compagnie Comilog. Voilà, directeur de Comilog pendant des décennies. Hein. Et donc, c'est parmi les argentiers du pouvoir des Bongo, de génération en génération, on va dire. Et donc, le retrouver au portefeuille des hydrocarbures, sachant que l'essentiel des ressources du Gabon proviennent des hydrocarbures, constitue pour beaucoup de Gabonais comme une infirmité pour le général Oligui Nguema. Et donc là, on a comme l'impression qu'il a fait le choix de la continuité et non celui de la rupture que tout le monde souhaitait. Voilà. C'est donc pour lui, histoire de faire une transition certainement en douceur et progressivement, nous le verrons. Est-ce que vous avez la conviction qu'il n'est pas... Est-ce que vous pouvez entendre Flavier? Ah oui, oui, 5 sur 5, je vous entends. Voilà, avez-vous la conviction que M. Nguema, le président Nguema, n'est pas l'otage d'un groupe, d'un clan? Est-il libre de ce qu'il décide? Je suis tout à fait... Dubitatif, de ceux qui pensent, qu'il est peut-être trop tôt de l'affirmer, mais il y a des signaux qui semblent nous orienter dans cette direction. On a comme l'impression que ce que disait le professeur Ondo Ossa se confirme, c'est-à-dire que Oligui Nguema ne serait que, on va dire, la figure, ou bien alors la face émergée de l'iceberg, dont la plus grande partie est sous les eaux, et que dans cette grande partie immergée, on retrouverait Pascaline Bongo aux commandes avec l'aile de la famille qu'elle incarne, et qui serait aujourd'hui donc en train de tirer les ficelles pour pousser Oligui Nguema à prendre des décisions qu'il est en train de prendre. Rien que lorsque vous prenez le portefeuille des hydrocarbures, c'est la manne pétrolière, n'est-ce pas, du Gabon. Lorsque vous prenez le portefeuille des mines, qu'est-ce qu'on a là dans les mines? C'est le manganèse, c'est l'uranium, tous les minerais qui sont exploités au Gabon. Et donc vous avez là les deux secteurs qui constituent les deux poumons de l'économie gabonaise qui sont entre les mains des ressortissants du Haut-Ogooué, M. Abeke et M. Opianga, mais tous les deux des produits du système PDG. Et donc on a comme l'impression que c'est l'aile PDGiste incarné par Pascaline Bongo qui a triomphé sur l'aile d'Ali Bongo et qui aujourd'hui est en train de se servir. Et l'autre élément qu'il ne faut pas perdre de vue, sur laquelle les acteurs politiques gabonais devraient commencer à réfléchir, vraiment à travailler, c'est les ambitions personnelles du général Oligui. Ne serait-il pas déjà en train de préparer les bases qui vont le placer sur une rampe de lancement pour sa propre carrière politique, comme on l'a vu sous d'autres cieux? Prenons l'exemple de la Guinée, où on a vu le tonitruant Moussa Dadis Camara qui était arrivé avec de bonnes intentions, mais qui, vers la fin de sa transition, a voulu se transformer en politicien pour vouloir briguer la magistrature suprême et conserver le pouvoir. Il y a à craindre que le général Oligui soit animé aujourd'hui par des ambitions personnelles et qu'il se soit déjà mis dans une posture de vouloir s'assurer alors de son trésor de guerre de demain, qui lui permettra certainement d'aller gagner une élection présidentielle devant des politiciens en utilisant l'argent auquel il peut avoir accès pendant cette transition, en ayant sous sa direction, on va dire sous sa coupole, hein, aujourd'hui sous son influence, le ministère des hydrocarbures et le ministère des mines. Il est bien conscient, lui, M. Nguema, de la fragilité même de son pouvoir, et je crois qu'il n'a pas de bonnes raisons de heurter par-ci par-là, d'agiter plusieurs foyers en même temps. Alors, on voit le ministre, on va passer pour terminer bientôt là, au ministre des Comptes publics. C'est quoi? C'est le ministre des Finances ou quel rôle joue-t-il dans le système gabonais? Il me semble que le ministre des Comptes publics ici, c'est l'équivalent de ce que nous avons au Congo, le ministre des Finances et du budget, hein, c'est cela? Puisque nous avons ici un ministère de l'économie, et donc dans les comptes publics ici, nous avons certainement les finances
Le trésor, je crois. Voilà, donc voilà, toute la trésorerie du pays. Hein, nous Oui. pouvons penser aux finances, nous pouvons penser à tout ce qui est système, on va dire, d'impôts, voilà, donc les impôts, les finances, mais aussi le contrôle de l'exécution du budget, voilà, des budgets. Voilà. Donc il faut rentrer dans les attributions spécifiques pour pouvoir déceler tout ce qui a été mis dedans, mais de prime abord, à première vue, je pense qu'il faut y retrouver des aspects liés à la gestion des finances du pays, tout ce qui est contrôle de la gestion des budgets, voilà, de l'exécution des budgets. Voilà, la radio de la communauté, donc les enfants, nous allons refermer cette édition. Je vous rappelle que Serge Flavier est notre commentateur ici à la radio de la communauté. Nous parlons du gouvernement de M. Nguema. Alors, parlons affaires étrangères. Est-ce que, pour terminer, donc, celui qui a été nommé, pensez-vous qu'il ait une politique qui soit différente de celle de M. Ali Bongo, qui, lui, a plutôt privilégié les étrangers, les nommant à des hauts postes de responsabilité? Bien, je pense qu'à ce niveau, nous pouvons quand même espérer, espérer que le ministre des Affaires étrangères, M. Régis Onanga Ndiaye, bien, qui a un nom qui semble avoir une consonance ouest-africaine, son nom de famille, on peut dire que peut-être congolaise aussi, hein? Eh oui, on peut dire que lui-même, il peut être le fruit d'un mariage mixte entre une Gabonaise ou un Gabonais avec un partenaire étranger. Mais en réalité, si ce ministre peut appliquer à la lettre les instructions du général, je crois que le général est tourné vers la gabonisation de beaucoup d'aspects, de beaucoup de secteurs de la vie économique, politique et sociale du Gabon, ce qui voudrait dire qu'on devrait assister à une forte dose de gabonisation. Ainsi donc, il est fort à parier qu'on n'assistera pas à une grande promotion des hommes et des femmes, voilà, on va dire, à l'identité étrangère dans les postes de responsabilité au Gabon. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est le fait que Olingi Nguema ne fait pas la rupture avec la France. Et donc, il y a des possibilités de voir ce ministère réorienter le Gabon vers la francophonie plutôt que de consolider son ancrage dans le Commonwealth, comme ce fut le cas avec Ali Bongo Ondimba. Donc, à ce niveau, les observateurs feraient mieux d'être attentifs et très, on va dire, regardants pour voir dans quelle direction ce ministère va orienter la politique étrangère du Gabon. Voilà, nous allons refermer par une question de curiosité, Flavier. J'ai appris qu'il y a un collectif d'avocats qui s'est formé en France et qui est en train de se battre pour que Mme Sylvia Bongo soit libérée. Je crois que vous l'avez appris. On croit que c'est une démarche, j'ai suivi des activistes qui croient que c'est une démarche tout à fait, pas même respectueuse, vulgaire, car des faits leur sont reprochés, hein, notamment elle et son fils de la clique. En Africain, africain que je suis, Jean Lewis, cette démarche juridique, voilà, elle peut être justifiée sur le plan juridique, mais c'est une démarche qui sonne comme une insulte pour le peuple gabonais. Sylvia Bongo ne s'est pas retrouvée là où elle est par hasard. Elle se retrouve là où elle est, c'est par rapport aux actes qu'elle a posés et des actes dont nombreux constituent des crimes économiques contre le peuple gabonais. Aujourd'hui, c'est même une chance pour elle qu'elle soit encore certainement en résidence surveillée où elle a droit à tout le traitement voilà, d'opulence qu'on peut imaginer. Logiquement, la place de cette dame et de ses enfants et des amis de ses enfants, c'est à la prison de Gros Bouquet, là où ils avaient pris l'habitude d'envoyer leurs adversaires. Hein, souvenez-vous de l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, Brice Lacruche, qu'ils ont foutu au Gros Bouquet. Je pense qu'aujourd'hui, la place de Mme Sylvia Bongo serait au Gros Bouquet, pas dans une villa somptueuse, luxueuse, en résidence surveillée. Donc, je crois que ce collectif est en train de se moquer des Gabonais, d'insulter les Gabonais, et même de faire diversion, de vouloir divertir la transition. Leur démarche a peu de chances d'aboutir, sauf si Olingi Nguema se met mais vraiment, voilà, on va dire, à genoux devant les Français. Alors, si ce sont les Français qui l'ont porté au pouvoir, eh bien,
on verra certainement Olingi Nguema plier, voilà, hein, devant les injonctions ou la pression de ces lobbies, voilà, de droit qui veulent divertir les Gabonais. Mais Alors, si Olingi Nguema veut travailler pour le peuple gabonais, ben, je crois qu'il va simplement appliquer la maxime chère à Omar Bongo, le chien aboie, la caravane passe. et quant à son époux Ali Bongo, devrait-il rester sur place, se faire soigner par des médecins ou le laisser partir? Ça, c'est une autre situation délicate pour les Gabonais parce que Ali Bongo, avec tout ce qu'il a fait comme crime, ne méritait pas la liberté. Oui, on sait qu'il a des problèmes de santé, mais on peut toujours se faire soigner même en prison. Absolument. Voilà. Je crois que ce qu'il y avait de meilleur à faire pour Ali serait que Olingi le gardait en résidence surveillée ou l'envoyait dans une prison, mais dans une cellule aménagée pour prendre en compte son statut d'ancien chef d'État et sa situation sanitaire actuelle. Ou alors la deuxième option, pour l'éloigner des Gabonais qui sont ses victimes de plusieurs décennies, voilà, ça serait simplement de négocier pour lui un exil peut-être au Maroc ou en Angleterre où il serait loin du peuple gabonais parce que, je vous assure, le libérer tel que ça vient d'être fait parce qu'on l'a rendu libre de ses mouvements, il peut aller se soigner à l'étranger. Mais alors, s'il a le droit d'aller se soigner à l'étranger, a-t-il le droit de revenir au Gabon? Si la réponse est oui, ça veut dire que ces allées et venues entre l'étranger et le Gabon vont apparaître comme des insultes pour le peuple gabonais qui a souffert. Alors, cet homme a été à l'origine de la mort de beaucoup de Gabonais et je crains même pour sa propre sécurité. Et c'est même une erreur de la part, une imprudence de la part du général Olingi et son équipe, voilà, de lui rendre sa liberté. On l'expose même à la vindicte populaire ou même à des actions. Mais non, il n'y a pas que ça. Une fois sorti, il peut aller réactiver tous ces milieux pour tenter de déstabiliser cette transition. Voilà, et on ne le souhaite pas. La radio de la communauté, nous allons donc refermer ce journal avec notre ami Flavier Serge depuis pas Colorado, hein, depuis Ohio. Voilà ici. On le retrouve la semaine prochaine dans une autre édition, mais cette fois des amis de la rédaction. Je vous rappelle, et où nous allons sans doute avec les amis de la rédaction essayer de jeter un regard sur la charte de la transition. Voilà. En entendant la future constitution. Avant que vous nous partiez, il y a la charte et en même temps la constitution, où le texte de la constitution est mis en berne pour le moment. C'est une espèce apparemment de non. C'est une espèce de dichotomie dans laquelle nous vivons aujourd'hui au Gabon. Ouais. On a cette charte qui va régir toutes les actions on va dire des organes de la transition. Oui. Mais la charte elle-même fait référence à la Constitution. Parce qu'ils disent donc, que on a comme l'impression, oui. On a comme l'impression que la Constitution devient comme une espèce de soubassement pour la charte ou une espèce de parapluie pour la charte parce que la charte renvoie à la Constitution dans plusieurs matières. Et quelque part, il signale que là où il y a contradiction entre les deux, c'est plutôt la charte qui triomphe. C'est la charte qui est prépondérante, c'est la charte qui prévaut. Et là où il y a vide, il laisse, je crois, le soin au futur Parlement de la transition de pouvoir trancher. Voilà, la semaine prochaine, donc, nous aurons sur ce plateau tous les amis de la rédaction avec notre ami Flavier Serge. Merci de nous avoir suivis. Nous parlions aujourd'hui de la composition du gouvernement de M. Nguema avec la question des âges, la question des affaires étrangères, du pétrole, de la représentativité du point de vue de l'unité nationale et bien d'autres sujets qui ont été débattus avec notre invité. Merci Flavie d'être venu à la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie, Jean Lewis, de m'avoir invité pour partager avec vous ce que nous savons sur la situation de la paix. Merci.